Mon frère et ma mère m'ont humilié, m'excluant du yacht à 18 000 $ que j'avais payé avec ma fille. J'ai calmement attendu le retour du capitaine avec la réservation. C'était enfin à mon tour de parler et de leur offrir une surprise. Ma cousine m'a pris le cadeau des mains et a dit c'était probablement pour moi de toute façon. Et d'une manière ou d'une autre, tout le monde l'a juste laissé le garder. J'essayais encore de comprendre ce qui s'était passé quand j'ai arrêté de faire semblant. Et là, les choses sont devenues très silencieuses. Je dois vous parler de ma cousine Maëva, car ce qui s'est passé au dîner du 78e anniversaire de ma grand-mère Mamie Renée ne me semble toujours pas réel, même si j'étais assis juste là quand c'est arrivé. Laissez-moi revenir en arrière. Je m'appelle Julien. J'ai 29 ans, je travaille dans la cybersécurité, et je suis à peu près autonome depuis que j'ai 17 ans. Ma mère Danielle m'a élevé seule après que mon père ait disparu quand j'avais 6 ans. Pas parti faire des courses et jamais revenu. Disparu. Plus tôt, il a rencontré quelqu'un à Phoenix et a décidé que la paternité n'était pas pour lui. Disparu. Ma mère a eu 2 emplois et ma mamie Renée a comblé chaque lacune. Elle venait me chercher à l'école, m'aider avec mes devoirs, me préparer le dîner 4 soirs par semaine. Quand j'ai obtenu ma bourse d'études à l'université d'État, mamie Renée était celle qui m'a conduit à l'orientation parce que ma mère ne pouvait pas prendre son jour de congé. Elle s'est assise sur le parking de mon dortoir et a pleuré, puis elle m'a tendu une enveloppe avec 300 $ dedans et m'a dit « Ne les dépense pas en bière ». J'en ai dépensé une partie en bière, mais j'ai obtenu mon diplôme avec mention, alors je pense qu'elle m'a pardonné. Je dois tout à cette femme et je ne dis pas cela à la légère. Maintenant, ma mère a une sœur aînée nommée Patricia. Et Patricia a épousé Denis, qui possède une chaîne de concessions automobiles dans notre région. Ils ont bien réussi, et Patricia n'a jamais laissé personne l'oublier. C'est le genre de personne qui mentionne la superficie de sa maison pendant la prière de Thanksgiving. Elle a une fois dit à ma mère, lors d'un barbecue familial, que Daniel aurait peut-être dû viser plus haut en choisissant une carrière. Ma mère est hygiéniste dentaire. Elle le fait depuis 26 ans. Elle est excellente dans ce domaine. Mais selon Patricia, cela ne compte pas à moins qu'il y ait un bateau dans l'allée. La fille de Patricia, Maëva, a 27 ans, est agent immobilier et parle constamment de sa marque personnelle. Et elle a été l'enfant prodige de notre famille depuis qu'elle a gagné Little Miss Sunflower à l'âge de 5 ans. Maëva n'est pas un monstre. Je veux être clair là-dessus. C'est juste quelqu'un à qui personne dans notre famille n'a jamais dit non. Pas une seule fois. Ni Patricia, ni Denis, ni ma mère, ni même mamie Renée. Bien que Renée ait été beaucoup plus réservée à ce sujet ces dernières années. Maëva prend les choses, pas comme une pickpocket, mais comme si le monde se réorganisait naturellement autour de ses besoins. Elle prend la dernière part de gâteau et personne ne bronche. Elle prend les compliments destinés à d'autres personnes et les rediriger. Elle a même une fois pris le crédit d'une recette que ma mère avait apportée au dîner de Noël et Patricia l'a soutenue. C'est une habitude si ancienne que personne ne le remarque plus. Personne, sauf moi. Et comme je finirai par le découvrir, personne, sauf mamie Renée. La dynamique a toujours été la même. Maëva obtient ce que Maëva veut. Patricia s'en assure et tout le monde suit parce que se battre avec Patricia, c'est comme discuter avec un système météorologique. On ne gagne pas. On attend juste que ça passe et on évalue les dégâts après. Voici où le dîner d'anniversaire entre en jeu. Mamie Renée a eu 78 ans en mars. Patricia a insisté pour l'organiser chez elle, ce qui signifiait en réalité que Patricia voulait contrôler la liste des invités, le menu et le plan de table. Bien, peu importe. Je suis arrivé avec des fleurs et une carte pour mamie Renée, et je me suis assis à table entre ma mère et oncle Denis, qui m'a adressé son sourire fatigué habituel qui voulait dire « il faut juste survivre ». Le dîner était bien. Patricia avait mis la table avec des serviettes en tissu et un centre de table qui coûtait probablement plus cher que mon premier versement de voiture. Elle s'est levée avant que quiconque ne touche à sa nourriture et a fait un long discours sur la famille et l'héritage qui était en réalité à propos de Patricia. Elle a parlé de la façon dont les valeurs familiales avaient façonné ce qu'ils étaient tous. Et puis, sans aucune transition, elle a commencé à énumérer les chiffres de vente récents de Maëva. Lors d'un dîner d'anniversaire pour une femme de 78 ans, Maëva a réalisé un volume de plus de 2,3 millions de dollars le trimestre dernier, a dit Patricia, rayonnante. C'est le genre d'ambition qui court dans cette famille.
Mamie Renée a juste hoché la tête poliment et a mangé son saumon. Denis a regardé le ventilateur de plafond comme s'il détenait les réponses de l'univers. Maëva est arrivée 40 minutes en retard dans un blazer blanc et des talons qui cliquetaient sur le carrelage de Patricia comme un métronome. Elle a embrassé Mamie Renée sur la joue sans s'excuser de son retard, a tiré la chaise vide à côté de Patricia et a immédiatement ramené la conversation sur une annonce qu'elle venait de finaliser. C'est une magnifique maison de style mid-century, mamie. Tu l'adorerais. T3 avec parquet d'origine. Les vendeurs étaient émotifs, Rex, mais je les ai aidés. Elle a dit cela comme si elle avait effectué une opération à cœur ouvert. Mamie Renée a dit, c'est gentil, ma chérie, avec exactement la même voix qu'elle utilise lorsque j'essaie de lui expliquer les configurations de serveur. Polie, distante, c'est fait. J'ai croisé le regard de ma mère de l'autre côté de la table et elle m'a fait un petit haussement d'épaule. Le signal universel de Daniel, c'est comme ça. Puis, après le dessert, Mamie Renée a dit qu'elle avait quelque chose pour moi. Elle a fouillé sous sa chaise, ce qui est une habitude classique de Mamie Renée, planifier à l'avance et le garder près d'elle, et a sorti un cadeau emballé, pas grand, peut-être de la taille d'un livre relié. Elle me l'a tendu directement de l'autre côté de la table et a dit, « Julien, mon chéri, je voulais te donner ça depuis un moment. C'est important pour moi que tu l'aies. » J'ai souri et j'ai commencé à le déballer. Je pouvais sentir le cuir avant même d'avoir complètement enlevé le papier. C'était un porte-document. Magnifique cuir marron foncé, bien fait, et sur le devant, mes initiales étaient gravées en or. JMC, Julien Michel Callaway. J'ai passé mon pouce sur les lettres et j'ai commencé à l'ouvrir. C'est à ce moment-là que Maëva a tendu la main de l'autre côté de la table, me l'a pris des mains et a dit, « Oh, allez, mamie. » C'était probablement pour moi de toute façon. Elle a ri en le disant, comme si c'était une blague, comme si c'était charmant, comme si elle m'avait rendu service en épargnant à tout le monde la gêne de voir mamie donner un cadeau à son petit-fils au lieu de sa petite-fille. Et voici la partie qui me dérange toujours. Personne n'a rien dit. Patricia a souri et a secoué la tête comme si Maëva était adorable. Ma mère a baissé les yeux sur son assiette. Denis a bu une longue et lente gorgée d'eau. Même Mamie Renée est restée silencieuse un instant, bien que j'ai vu quelque chose passer sur son visage que je ne pouvais pas tout à fait lire. Maëva a ouvert le porte-document, a jeté un coup d'œil à l'intérieur pendant peut-être 2 secondes, et a dit, mignon. D'accord, merci, mamie. Puis elle l'a refermé et l'a posé à côté de son sac comme si c'était un cadeau d'invité à une fête de mariage. Je suis resté assis là pendant environ 10 secondes, essayant de comprendre si cela venait vraiment de se passer. 10 secondes, ça ne semble pas long, mais essayez de compter maintenant en imaginant que vous êtes à une table de dîner entouré de votre famille et que quelqu'un vient de vous prendre physiquement un cadeau des mains et personne, pas une seule personne, n'a dit un mot. J'ai regardé ma mère. Elle m'a fait un petit sourire d'excuse. Celui que j'ai vu 1000 fois. Celui qui dit, je sais, mon chéri, mais ne faisons pas de scène. J'ai regardé Mamie Renée, et c'est là que j'ai remarqué quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Elle n'était pas en colère. Elle n'était pas gênée. Elle me regardait avec cette expression calme et posée que je n'avais jamais vue chez elle auparavant. Comme si elle mesurait quelque chose. Comme si ce moment signifiait plus qu'un porte-document en cuir et quelques initiales gravées. Comme si elle attendait de voir ce que j'allais faire ensuite. Je n'ai rien fait. Pas alors. J'ai juste fini mon café, aidé à débarrasser les assiettes, embrassé Mamie Renée au revoir à la porte, et suis rentré chez moi en silence. Mais je n'arrêtais pas de penser à ce regard sur son visage. Ce n'était pas de la déception. Ce n'était pas de la tristesse. Ce n'était même pas de la frustration. C'était quelque chose de délibéré, quelque chose de planifié. Et je n'avais toujours aucune idée de ce qu'il y avait réellement à l'intérieur de ce porte-document. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Je n'arrêtais pas de revoir le moment où la main de Maëva a traversé la table. La façon désinvolte avec laquelle elle a tiré le porte-document vers elle comme si c'était une assiette de pain que quelqu'un avait posée trop loin. Et je n'arrêtais pas de revenir au visage de Mamie Renée. Ce calme délibéré, la façon dont elle n'a pas protesté ou corrigé Maëva, presque comme si elle s'y attendait. Le lendemain matin, j'ai fait ce que je fais toujours quand les affaires de famille me tracassent. J'ai appelé mon ami Théo. Théo et moi sommes amis depuis la première année. Il travaille en informatique légale,
ce qui signifie qu'il passe la plupart de ses journées à regarder des choses que les gens essaient de cacher sur les ordinateurs. C'est aussi la seule personne que je connaisse qui peut écouter une tirade de 15 minutes sur ma famille et répondre avec exactement la bonne dose de sarcasme. Laisse-moi vérifier si je suis bien, a dit Théo quand j'ai eu fini. Ta grand-mère te donne un cadeau, te le tend directement, dit ton nom, et ta cousine se penche et le prend, et tout le monde est d'accord avec ça. C'est à peu près ça. Et personne n'a rien dit, même pas ta mère. Ma mère a regardé son assiette, ce qui est sa façon de dire quelque chose. Théo est resté silencieux une seconde. Mon pote, qui avait-il dans le porte-document? Je ne sais pas, Maëva l'a à peine ouvert. Eh bien, c'est la partie sur laquelle je me concentrerai. Ta grand-mère a dit que c'était important. Elle n'a pas dit ça à propos du saumon. Il avait raison. J'ai pensé à appeler Mamie Renée, mais quelque chose me disait d'attendre. Ce regard qu'elle m'avait donné n'était pas un plaidoyer à l'aide. C'était de la patience. Comme si elle avait un plan, et je n'étais pas encore en position. Je sais que cela semble dramatique, mais il faut comprendre ma grand-mère. Renée Callaway ne fait rien par hasard. Elle a grandi dans une ferme près de Jasper, Indiana. Elle a épousé mon grand-père à 19 ans. Elle a survécu à sa mort par crise cardiaque à 52 ans, a élevé 2 filles, principalement seule après cela, a remboursé sa maison et se conduit toujours à l'église tous les dimanches. Elle joue le long terme surtout. Alors, j'ai attendu 2 jours. Le mardi soir, Mamie Renée m'a appelé. Julien, peux-tu passer ce week-end? J'ai besoin d'aide avec les gouttières. Elle a fait une pause. Et il y a quelque chose dont je veux te parler. Bien sûr, mamie. Samedi matin. Viens tôt. Je ferai des crêpes. Je suis arrivé à 8 heures. Mamie Renée vit dans un bungalow artisanal de 3 chambres qu'elle et mon grand-père ont acheté en 1974. Il est petit, bien entretenu et vaut environ 4 fois ce qu'ils ont payé, car le quartier s'est embourgeoisé autour d'elle. Elle a ouvert la porte dans son tablier de jardinage et m'a tendu une tasse de café avant même que je ne dise bonjour. Nous nous sommes assis à sa table de cuisine, la même table où j'avais fait mes devoirs pendant 12 ans, et elle a posé quelque chose devant moi. Le porte-document. Mon porte-document. Celui que Maëva avait pris. Elle l'a laissé sur la table d'entrée de Patricia, a dit Mamie Renée, me regardant attentivement. Elle ne l'a même pas ramené à la maison. Je l'ai ramassé en partant ce soir-là. Je l'ai regardé. Mamie, pourquoi n'as-tu rien dit quand elle l'a pris? Renée s'est penchée en arrière sur sa chaise et a croisé les mains. Parce que je voulais voir si quelque chose avait changé, a-t-elle dit simplement, comme si elle me parlait du temps. J'ai vu cette fille prendre des choses aux gens toute sa vie, Julien, prendre le crédit, prendre l'attention, prendre tout ce qui se trouve devant elle. Et j'ai vu ta mère et moi-même laisser faire parce que Patricia fait une crise si quelqu'un riposte. J'avais besoin de savoir si c'était toujours pareil et c'est pire. Elle a fait un signe de tête vers le porte-document. Ouvre-le. J'ai dézippé le cuir et l'ai posé à plat sur la table. À l'intérieur, il y avait une lettre manuscrite de Mamie Renée, écrite de sa main soigneuse, et sous la lettre, glissée dans la poche intérieure du porte-document, se trouvait une petite clé en laiton, ancienne, lourde, du genre que l'on utiliserait pour un coffre-fort, pas une porte. Lis la lettre d'abord, a-t-elle dit. Je l'ai dépliée. L'écriture était régulière, mais l'encre était plus profondément pressée que d'habitude, comme si elle l'avait écrite lentement et avec intention. Elle disait, Julien, cette clé ouvre le coffre-fort de la Première Nationale sur Elm Street. Casier 714. J'ai ajouté ton nom à la liste d'accès le mois dernier. À l'intérieur, tu trouveras mon testament, l'acte de propriété de cette maison, et des relevés financiers que j'ai besoin que tu examines. Je me suis inquiété de la destination de mon argent. Je pense que ta tante Patricia s'est servie depuis longtemps et je ne pense pas qu'elle compte s'arrêter. J'ai besoin de quelqu'un en qui j'ai confiance pour voir la vérité. Cette personne, c'est toi. Avec tout mon amour. Mamie. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai regardé. Mamie? Que veux-tu dire par elle s'est servie? La mâchoire de Renée s'est contractée. C'était la première vraie émotion que je voyais chez elle ce matin. Il y a 5 ans, Patricia m'a convaincu d'ouvrir un compte courant joint.
Elle a dit que c'était pour les urgences au cas où je tomberais ou aurais un problème médical ou aurais besoin de quelqu'un pour payer une facture pendant que j'étais à l'hôpital. Cela avait du sens à l'époque. J'avais 73 ans. J'avais eu une arthroplastie du genou. Je pensais qu'elle était responsable. Elle a fait une pause et a bu une gorgée de son café. Il y a environ un an, j'ai commencé à remarquer que le solde était plus bas qu'il n'aurait dû l'être. Pas de façon dramatique, mais régulièrement. Quelques centaines ici, quelques centaines là, puis des montants plus importants. J'ai demandé à Patricia une fois et elle m'a dit que c'était pour mes impôts fonciers, mais je les paie moi-même. Je l'ai toujours fait. Je suis resté là, tenant cette lettre et cette clé, et j'ai senti quelque chose changer dans ma poitrine. Pas de la rage. Pas encore. Quelque chose de plus froid. Comme une porte s'ouvrant sur une pièce dont j'avais toujours su l'existence, mais n'avais jamais eu le courage d'entrer. Combien penses-tu qu'il manque? J'ai demandé. Je ne sais pas exactement. C'est ce que j'ai besoin que tu découvres. Elle a tendu la main de l'autre côté de la table et a posé sa main sur la mienne. Ses doigts étaient fins et chauds et plus fermes que les miens. Je ne t'ai pas donné ce porte-document au dîner juste parce que je voulais que tu aies quelque chose de joli, Julien. Je te l'ai donné devant tout le monde parce que je voulais voir ce qui se passerait. Et ce qui s'est passé est exactement ce que je craignais. Maëva a pris quelque chose qui n'était pas à elle et personne ne l'a arrêté, y compris moi. Elle a fait une pause, mais j'y mets fin maintenant. J'ai serré sa main. D'accord, mamie. J'irai à la banque lundi. Elle a hoché la tête. Puis elle s'est levée, a ajusté son tablier, et a dit, bien. Maintenant mange tes crêpes avant qu'elles ne refroidissent. J'ai nettoyé les gouttières parce que je lui avais dit que je le ferais, et je n'allais pas laisser l'autre chose éclipser le fait que ma grand-mère de 78 ans avait encore besoin de quelqu'un pour nettoyer les feuilles qui s'étaient accumulées depuis octobre. Nous avons parlé de choses normales pendant que je travaillais, de son jardin, d'un livre qu'elle lisait, si le nouveau pasteur de son église était bon. Elle n'a plus évoqué Patricia ni elle l'argent. Elle avait dit ce qu'elle avait à dire. La balle était dans mon camp maintenant. Je suis rentré chez moi cet après-midi-là avec le porte-document sur le siège passager et une sorte de concentration tranquille s'installant en moi. Pas de colère, pas de panique, juste de la clarté. Le sentiment que l'on a quand un problème cesse d'être vague et commence à avoir des contours que l'on peut tracer. J'ai appelé Théo depuis mon appartement et je lui ai tout raconté. Il est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a dit, « Alors ta grand-mère vient de te confier une mission de vérification comptable sur des crêpes ?» En gros, oui. C'est la grand-mère la plus gangster que j'ai jamais entendue. Théo, je suis sérieux, mec. Elle a tout mis en scène. Le cadeau, le dîner, le test. Elle a mené un long jeu sur Patricia pendant des mois, et personne ne le savait. Il a fait une pause. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais à la banque lundi. Je vais ouvrir ce coffre-fort. Je vais regarder les relevés financiers qu'elle y a laissés et ensuite je vais déterminer exactement combien Patricia a pris. Et ensuite? Je n'ai pas répondu tout de suite parce que la vérité honnête était que je ne savais pas ce qui venait après. Je n'avais jamais eu à gérer quelque chose comme ça auparavant. Je savais comment suivre une violation de données sur un réseau d'entreprises. Je savais comment lire les journaux de paquets jusqu'à ce que mes yeux brûlent. Mais la trahison familiale forensique, c'était une nouveauté. Tout ce que je savais, c'est que mamie Renée m'avait confié une clé. Et quoi que je trouve à l'intérieur de ce coffre-fort allait tout changer. Ce que je ne savais pas encore, c'est à quel point Patricia avait pris, ni où l'argent était réellement allé. Cette partie allait frapper beaucoup plus fort que je ne m'y attendais. Lundi matin, j'ai pris une pause déjeuner anticipée, j'ai conduit jusqu'à la Première Nationale sur Elm Street, et je me suis dirigé vers le guichet des coffres-forts avec ma pièce d'identité et la clé en laiton que mamie Renée m'avait donnée. La femme derrière le comptoir a vérifié mon nom, a confirmé que j'étais sur la liste d'accès, et m'a conduit jusqu'au coffre-fort sans un second regard. Casier 714. À l'intérieur du casier, il y avait 3 choses. Un dossier cartonné marqué, testament mis à jour février, un second dossier étiqueté, maison, acte de propriété et registres fiscaux, et une épaisse enveloppe remplie de relevés bancaires. L'enveloppe avait un post-it dessus de l'écriture de mamie Renée. Il disait, commencez ici. Alors, je l'ai fait.
J'ai emporté l'enveloppe dans ma voiture et j'ai passé les 2 heures suivantes sur le parking à parcourir 5 ans de relevés de compte courant juin. Mamie Renée avait surligné certaines transactions avec un marqueur jaune. Certaines qu'elle avait encerclées, certaines auxquelles elle avait mis des points d'interrogation. Je pouvais dire qu'elle avait commencé à faire cela il y a environ 1 an, en remontant le temps à travers les relevés qu'elle avait dû demander à la banque. Le schéma était clair une fois que l'on savait quoi chercher. De petits retraits au début, $200 ici, $350 là. Toujours à partir de guichets automatiques ou de transactions par carte de débit, jamais de chèque. Facile à manquer si l'on ne faisait pas attention. Mais dès la 2e année, les montants ont augmenté. $800, $1,200, un virement de $2,500 vers un numéro de compte que je ne reconnaissais pas. À la 4e année, il y avait des virements mensuels réguliers de $1,500 à $2,000 qui partaient. Comme une horloge. J'ai fait le calcul au dos d'un reçu de station-service parce que je n'avais pas de carnet. Au moment où j'avais parcouru les 5 années, le total s'élevait à un peu plus de $87 000. $87 000 pour une femme de 78 ans vivant seule dans un bungalow payé avec un revenu fixe. Je suis resté dans ma voiture et j'ai regardé le chiffre pendant longtemps. Puis je suis retourné au travail, j'ai assisté à une réunion client sans entendre un seul mot, et j'ai appelé Théo dès que je suis arrivé à mon bureau. $87 000, dis-je. Tu plaisantes. J'aimerais bien. Où est passé cet argent? C'est ce que je dois comprendre. Les relevés montrent des virements vers un compte que je ne reconnais pas, plus une tonne d'achats par carte de débit dans des endroits comme des magasins de meubles, des boutiques, quelques concessions automobiles. Théo fit une pause. Concessions automobiles? Ton oncle ne possède pas. Si, il en possède. Une autre pause. Tu penses à ce que je pense? Je pense que Patricia a ouvert ce compte joint spécifiquement pour détourner de l'argent à son profit et le faire passer pour des dépenses d'urgence. Et je pense qu'une partie de cet argent est allée directement à Maëva. Mec, tu as besoin d'un avocat. Il avait raison. Mais d'abord, j'avais besoin de parler à Mamie Renée. Je me suis rendu chez elle ce soir-là. Elle était dans sa cuisine, écoutant la radio et pliant du linge comme n'importe quel autre mardi. Je me suis assis en face d'elle et j'ai étalé tout ce que j'avais trouvé. Les totaux, la chronologie, les virements de compte. Elle a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a plié un torchon en un carré parfait, l'a posé sur la pile et a dit, c'est plus que ce que je pensais. Mamie, c'est du vol. Ce n'est pas une zone grise. Elle a pris $87 000 de ton compte sur 5 ans. Je sais ce que c'est, Julien. Alors pourquoi n'as-tu pas? Je me suis arrêté. Je ne voulais pas demander pourquoi elle n'avait pas agi plus tôt. Ce n'était pas juste. Elle avait 78 ans, vivait seule, et la personne qui la volait était sa propre fille. Les gens ne digèrent pas ce genre de trahison du jour au lendemain. Elle a lu mon visage de toute façon. Parce que c'est mon enfant, dit René doucement. Et parce que pendant longtemps, je me suis dit qu'il devait y avoir une explication. Les gens font ça quand la vérité est trop laide. Ils trouvent des raisons de ne pas regarder. J'ai hoché la tête. Je comprenais cela plus que je ne voulais l'admettre parce que ma mère faisait la même chose avec Patricia depuis 30 ans. Échelle différente, même instinct. Détourner le regard. Maintenir la paix. Faire comme si les dégâts n'étaient pas réels. Mais j'ai fini de détourner le regard, dit René. C'est pourquoi je t'ai donné la clé. Le lendemain matin, j'ai appelé Maître Fournier. Gérald Fournier était l'avocat testamentaire de Mamie Renée depuis plus de 10 ans. Il avait rédigé son testament original, géré le titre de propriété de la maison après la mort de mon grand-père, et plus récemment l'avait aidé à établir une procuration. Quand je lui ai dit ce que j'avais trouvé, il est resté très silencieux pendant environ 5 secondes, puis il a dit, apportez tout à mon bureau. Jeudi à 14 heures. Jeudi, j'ai pris une demi-journée. Mamie Renée et moi sommes allés au bureau de Fournier ensemble. C'était un petit cabinet au 2e étage d'un immeuble professionnel près du tribunal. Fournier avait la soixantaine, costume gris, lunettes de lecture, le genre d'avocat qui ne perd pas ses mots. Il a étalé les relevés sur sa table de conférence et les a examinés ligne par ligne pendant que Mamie Renée et moi étions assis en face de lui. Après environ 40 minutes, il a enlevé ses lunettes et a dit « Madame Callaway,
votre fille a systématiquement retiré des fonds de votre compte joint sans votre connaissance ni votre consentement. Selon l'agressivité avec laquelle vous souhaitez poursuivre cette affaire, nous parlons d'un abus financier potentiel sur personne âgée en vertu de la loi de l'État. René a hoché la tête lentement. Je ne veux pas envoyer ma fille en prison, Gérald. Je comprends, mais vous devez vous protéger. La première étape est de retirer immédiatement l'accès de Patricia au compte joint et de transférer vos fonds restants vers un nouveau compte à votre seul nom. Deuxièmement, nous mettons à jour vos documents successoraux pour refléter vos souhaits actuels. Et troisièmement, nous documentons tout au cas où Patricia déciderait de contester cela plus tard. Faites-le, dit René. Sans hésitation. Au cours des 2 semaines suivantes, nous avons exécuté chaque étape du plan de Fournier. J'ai accompagné Mamie Renée à la Première Nationale et me suis assis à côté d'elle pendant qu'elle fermait le compte joint et en ouvrait un nouveau. L'agent bancaire n'a pas posé de questions, elle a simplement traité les documents. Mais j'ai remarqué que son expression changeait lorsqu'elle a vu l'historique du compte. Nous avons transféré le solde restant de René, un peu moins de 40 000 $, qui aurait dû être plus proche de 130 000 $, vers le nouveau compte. J'ai été ajouté en tant que co-signataire autorisé à la demande de René. Fournier a rédigé un nouveau testament. Dans la version originale, René avait tout partagé équitablement entre Daniel et Patricia, la maison revenant à celle qui la voulait. Le Nouveau Testament me laissait la maison et 60% des actifs restants, 25% à ma mère et 15% à Maëva dans un trust restreint que Patricia ne pouvait pas toucher. Fournier a également préparé un résumé financier détaillé de chaque retrait douteux, horodaté et catégorisé au cas où nous en aurions besoin plus tard. J'ai gardé tout cela complètement pour moi. Je n'ai rien dit à ma mère. Je n'ai pas changé ma façon d'agir envers Patricia ou Maëva. Lorsque Patricia m'a appelé pour m'inviter au brunch de Pâques, j'ai dit oui et j'ai apporté une salade de fruits. Lorsque Maëva m'a envoyé un message avec une photo d'une maison qu'elle venait de lister et a dit « N'est-ce pas magnifique ?» J'ai répondu avec un emoji pouce levé et j'ai posé mon téléphone. Le plus difficile a été de regarder Patricia serrer Mamie Renée dans ses bras à Pâques et dire « Tu as l'air merveilleuse, maman. Nous devrions vraiment penser à te trouver de l'aide à la maison. Je m'inquiète de te savoir seule. » Je savais exactement ce que cela signifiait. Elle posait les bases, préparant le récit selon lequel René déclinait, que René avait besoin de supervision, qu'il était peut-être temps pour René de venir vivre avec Patricia, où Patricia pourrait contrôler les finances plus directement. 3 jours après Pâques, Patricia a appelé ma mère, puis elle m'a appelé. Elle organisait un dîner de planification financière familiale chez elle. Elle a dit qu'elle voulait que tout le monde se réunisse pour parler de l'avenir de Mamie Renée, de ses soins, de sa situation de vie, de sa succession. Elle semblait si raisonnable au téléphone, si préoccupée, si responsable. Je veux juste m'assurer que maman est prise en charge, a dit Patricia. Nous sommes tous dans la même équipe ici. Je lui ai dit que je serais là, et j'ai raccroché le téléphone, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti pendant tout ce processus. Le calme. Parce que Patricia venait de programmer un dîner pour discuter de la prise de contrôle des finances de Mamie Renée, et elle n'avait absolument aucune idée que les finances de Mamie Renée n'étaient plus les siennes. Le dîner de planification financière familiale était prévu pour un samedi soir chez Patricia. Elle avait envoyé un SMS de groupe avec les détails, 19h, tenue décontractée. Elle faisait son poulet rôti. Elle avait même ajouté un petit emoji cœur à la fin, ce qui, de la part de Patricia, équivaut à peu près à un loup mettant un chapeau de fête. J'ai passé toute cette semaine dans un état d'esprit étrange et concentré. Je suis allé au travail. Je suis allé à la salle de sport. J'ai appelé Mamie Renée tous les soirs pour prendre de ses nouvelles. Elle était aussi stable que d'habitude, mais je pouvais dire qu'elle portait quelque chose de lourd. Le jeudi soir, elle a dit « Je n'arrête pas de penser à l'expression de son visage, et je n'ai pas eu besoin de demander de quel visage elle parlait. Es-tu sûr de vouloir être là pour ça ?» J'ai demandé. « Je l'ai commencé », a-t-elle dit. « Je serai là quand ça finira. » Le vendredi soir, j'ai rencontré Théo pour une bière et je lui ai expliqué le plan une fois de plus. « Alors, tu vas rester pendant le dîner, attendre que Patricia présente son plan de prise de contrôle, et ensuite tu vas juste étaler la documentation ?» Il a dit, c'est l'idée devant tout le monde. Mamie Renée veut que ce soit fait comme ça. Elle a dit, si Patricia allait en faire une affaire de famille, alors la famille devrait voir la vérité.
Théo a bu une gorgée et a secoué la tête. Ta grand-mère est faite différemment, mon pote. Tu le sais, n'est-ce pas? Oui, je sais. Le samedi est arrivé. J'ai mis une chemise boutonnée et un pantalon kaki, ce qui est à peu près la tenue la plus habillée que je puisse porter. J'ai ramassé mamie Renée en chemin. Elle est sortie de sa maison dans un gilet bleu avec son sac à main sur le bras et sa mâchoire serrée d'une manière qui me rappelait les photos que j'avais vues d'elle jeune femme. La même ténacité tranquille. Elle est montée dans ma voiture et a dit « Allons-y », et n'a pas dit un autre mot pendant tout le trajet. Nous sommes arrivés à la maison de Patricia à 18h50. Ma mère était déjà là. Elle m'a serré dans ses bras à la porte et avait l'air un peu nerveuse, ce qui était son état par défaut à toute réunion organisée par Patricia. Denis m'a serré la main dans le hall et a dit « Content que tu aies pu venir, Julien », avec sa chaleur habituelle. Quoi qu'il se passe avec Patricia, Denis avait toujours été correct avec moi. Maëva est arrivée la dernière, bien sûr. Elle a fait son entrée 20 minutes en retard avec une bouteille de vin qu'elle avait probablement achetée à la station-service et a dit « Désolé, journée folle. J'ai eu 2 visites consécutives. » Elle s'est assise en face de moi et a immédiatement sorti son téléphone pour montrer à Patricia quelque chose sur un poste de rénovation de cuisine sur les réseaux sociaux. Certaines choses ne changent jamais. Le dîner était du poulet rôti avec des asperges et de la purée de pommes de terre. Patricia s'est assurée que tout le monde savait que la recette venait d'un cours de cuisine qu'elle avait suivi à Napa. La nourriture était bonne. Je dois lui accorder cela. La conversation était la rotation habituelle. Les annonces de Maëva, la concession de Denis, ma mère parlant de la fête de départ à la retraite d'une collègue, un bruit de dîner familial normal. Je n'ai pas dit grand-chose. J'ai mangé. J'ai regardé. J'ai attendu. Une fois les assiettes débarrassées et que Patricia a apporté le café et un gâteau acheté en magasin qu'elle avait transféré sur son propre plat de service, elle s'est levée en bout de table et a joint les mains. D'accord, alors je voulais réunir tout le monde parce que je pense qu'il est temps d'avoir une conversation honnête sur l'avenir de maman. Elle a regardé mamie Renée avec une expression presque convaincante. Presque. Maman, tu sais que je t'aime. Nous t'aimons tous, mais tu as 78 ans. Tu vis seule, et je pense que nous devons commencer à planifier. Et si quelque chose arrivait? Et si tu tombais? Et s'il y avait une urgence médicale et que personne n'était là? Elle a fait une pause pour les faits. Patricia a toujours eu un penchant pour la pause dramatique. Denis et moi en avons parlé, et nous pensons que la meilleure chose serait que tu viennes vivre avec nous. Nous avons l'espace. Nous avons les ressources et j'ai déjà commencé à chercher à obtenir une procuration juste pour m'assurer que tes finances soient gérées correctement au cas où quelque chose arriverait. C'était ça. La procuration. Tout l'objet du dîner déguisé en langage de fille préoccupée, servi avec du poulet rôti et un gâteau acheté en magasin. Ma mère avait l'air mal à l'aise mais a hoché légèrement la tête comme si elle se préparait déjà à accepter. Denis regardait la table. Maëva était toujours sur son téléphone. Mamie Renée était assise parfaitement immobile, les mains jointes sur ses genoux. Et puis elle m'a regardé. C'était le même regard que lors du dîner d'anniversaire, cette calme et délibérée fermeté. Mais cette fois, je savais exactement ce que cela signifiait. J'ai pris une inspiration. Avant de parler de tout ça, ai-je dit, et j'ai gardé ma voix calme, presque conversationnelle. Il y a quelque chose que la famille doit voir. Le sourire de Patricia a vacillé. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai fouillé dans mon sac. J'ai apporté le même porte-document en cuir que Maëva m'avait pris au dîner d'anniversaire. Je l'ai apporté exprès. Je l'ai ouvert et j'en ai sorti une pile de pages imprimées, organisées avec des onglets de couleur comme Maître Fournier les avait préparés. Au cours des 5 dernières années, 87 000 $ ont été retirés du compte courant joint de Mamie Renée, dis-je, le compte auquel Patricia a été ajoutée pour les urgences. La pièce est devenue silencieuse. Pas silencieuse dans le sens calme, mais le genre de silence où l'on peut entendre le réfrigérateur ronronner dans la pièce d'à côté. Le visage de Patricia a changé. C'était rapide, peut-être 2 secondes, mais j'ai vu tout se produire. D'abord la confusion, puis la reconnaissance, puis un éclair de quelque chose de froid et de dur qu'elle a couvert presque immédiatement par de l'indignation. « Excusez-moi, dit-elle. De quoi parlez-vous ?
J'ai fait glisser la première série de pages sur la table. 5 ans de relevés surlignés, catégorisés, totalisés. Ce sont les relevés de compte. Mamie Renée les a demandés à la banque. Les transactions surlignées sont des retraits et des virements qu'elle n'a pas autorisés et dont elle n'avait pas connaissance. Patricia n'a pas touché les pages. Elle les a regardées comme si elles étaient contaminées. Ma mère les a prises. Elle a regardé la première page, puis la seconde, et son visage est devenu pâle. Julien, dit-elle doucement. C'est 87 000 $, maman. Sur 5 ans. Denis s'est penché et a pris la pile des mains de ma mère. C'est un homme d'affaires. Les chiffres sont son langage. J'ai vu ses yeux parcourir les colonnes et j'ai vu sa mâchoire se contracter lentement. Maëva a finalement levé les yeux de son téléphone. Attends, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, dit mamie Renée, et c'était la première fois qu'elle parlait depuis que nous nous étions assis. C'est que ta mère me vole et j'ai fini de faire semblant qu'elle ne le fait pas. La pièce est redevenue silencieuse, mais c'était un silence différent cette fois. Plus lourd, le genre qui pèse sur la poitrine. Patricia s'est levée, sa chaise a raclé le carrelage. C'est ridicule. Je ne vous ai pas volé, mère. Ce compte était destiné aux dépenses ménagères, aux factures médicales, des choses que je gère depuis des années parce que personne d'autre n'intervenait. Je paie mes propres impôts fonciers, dit René d'une voix égale. Je paie mes propres factures médicales. J'ai subvenu à mes propres besoins depuis 1974. Étage 87 000 $, ce ne sont pas des dépenses ménagères, Patricia. J'ai sorti la deuxième série de pages, la ventilation catégorisée. Certaines de ces transactions remontent à des magasins de détail. Meubles Patricia, vêtements. Quelques-unes sont allées à la concession de Denis. J'ai regardé Denis. Il fixait les pages dans ses mains avec une expression que je ne peux décrire que comme de l'horreur. Et environ 23 000 $ sont allés sur un compte séparé qui a été utilisé pour les cours de licence immobilière de Maëva, sa location de voiture et un acompte sur son condo. Le visage de Maëva est devenu blanc. Littéralement blanc, comme si quelqu'un avait débranché une prise. Attendez, dit-elle, mon acompte? Maman, tu m'as dit que ça venait de la prime du concessionnaire de papa. Patricia n'a pas regardé Maëva. Elle me fixait toujours avec cette expression froide et dure, et je pouvais la voir calculer, parcourir ses options, essayant de comprendre ce que je savais et ce qui était du bluff. Tout, Patricia. Je sais tout. Denis a posé les papiers sur la table avec un mouvement délibéré et prudent, comme s'il posait quelque chose de fragile. Il a regardé sa femme et a dit très doucement, « Patricia, est-ce vrai ?» Et la pièce est devenue très silencieuse. La question de Denis planait dans l'air comme de la fumée. Patricia l'a regardé, puis moi, puis mamie Renée, et je pouvais voir la machinerie tourner. Elle cherchait l'angle, la diversion. La version de cela où elle était toujours la fille responsable qui faisait ce qu'il fallait faire. Elle ne l'a pas trouvé. Denis, tu dramatises, dit-elle, ce que Patricia dit toujours quand quelqu'un s'approche d'une vérité qu'elle ne veut pas voir examinée. Je gère les dépenses de maman depuis des années. Certaines de ces dépenses étaient pour des choses que maman m'a demandé d'acheter. Certaines étaient des urgences ménagères. Tu regardes des chiffres sans contexte. Alors donne-moi du contexte, dit Denis. Il n'a pas élevé la voix. Au contraire, il est devenu plus calme. Explique les 23 000 $ qui sont allés à la compte du condo de notre fille parce que tu m'as dit que cela venait de la concession. Ça venait de la concession. La voix de Denis était plate. Je tiens les comptes. Il n'y a pas eu de bonus. La pièce a changé. On pouvait le sentir. La gravité de la conversation s'était éloignée de Patricia et elle le savait. Elle s'est tournée vers mamie Renée avec une expression blessée qui aurait été convaincante il y a 5 ans. Maman, j'ai tout fait pour cette famille. J'ai organisé toutes les fêtes. J'ai organisé tous les anniversaires. Je t'ai conduite à tes rendez-vous quand tu avais mal au genou. Et maintenant, tu vas laisser ton petit-fils s'asseoir ici et m'accuser de voler. Mamie Renée l'a regardé longtemps. Tu as fait ces choses, dit-elle. Et je les ai appréciées, mais tu as aussi pris 87 000 $ de mon compte sans demander. Ces deux choses sont vraies, Patricia. Et la seconde n'annule pas la première.
Cette phrase a atterri comme un verdict. Ma mère, qui était assise à côté de moi, serrant le bord de la table, a finalement parlé. Patricia, as-tu vraiment pris l'argent de maman? Daniel, ne te mêle pas de ça. Tu ne comprends pas la situation. Je regarde des relevés bancaires avec des surlignages. Je pense que je comprends très bien la situation. Je ne pense pas avoir jamais entendu ma mère parler à Patricia comme ça. Pas une seule fois en 30 ans. La voix de Daniel tremblait, mais elle a soutenu le regard de Patricia et n'a pas détourné les yeux. Maëva s'est levée de table. Elle avait l'air de vouloir vomir. Maman, mon condo, mes cours. C'était l'argent de mamie. Tu m'as dit que c'était la prime de papa. Tu m'as regardé en face et tu as menti. Maëva, assieds-toi. Non, réponds-moi. Patricia a finalement craqué. Pas de façon dramatique. Pas avec un grand effondrement émotionnel. Elle a juste arrêté de jouer la comédie. Ses épaules se sont affaissées et la version composée, en contrôle de Patricia que j'avais connue toute ma vie s'est estompée comme quelqu'un qui éteint une lumière. J'essayais de te donner un bon départ, dit-elle à Maëva. La concession n'allait pas bien il y a 2 ans. Denis n'aurait pas approuvé la dépense, alors j'ai utilisé ce qui était disponible. Je comptais la rembourser. Tu n'as jamais eu l'intention de la rembourser, dit mamie Renée. Parce que tu n'as jamais pensé que quelqu'un vérifierait. C'était le moment. La chose avec les mensonges familiaux n'est pas qu'ils sont compliqués. Ils sont en fait assez simples. Ils survivent parce que tout le monde accepte de ne pas regarder. Au moment où quelqu'un tire le rideau, toute la structure s'effondre. J'ai présenté la dernière pièce, le résumé de Maître Fournier imprimé sur le papier en tête de son cabinet, détaillant les retraits, la chronologie et les options légales disponibles en vertu des statuts de l'abus financier sur personnes âgées. Je l'ai posé sur la table à côté des relevés bancaires. Mamie Renée a fermé le compte joint. J'ai dit, ses finances ont été transférées sur un nouveau compte auquel Patricia n'a pas accès. Son testament a été mis à jour et Maître Fournier est prêt à engager des recours juridiques si nécessaire. Recours juridiques. La voix de Patricia s'est brisée pour la première fois. Tu me menaces d'un procès pour de l'argent de la famille. Ce n'était pas de l'argent de la famille, ai-je dit. C'était son argent et elle ne te menace pas. Elle se protège. Il y a une différence. Le reste de la soirée s'est déroulé par fragments. Denis s'est levé de table, est sorti et s'est assis sur les marches du porche pendant 20 minutes. Quand il est rentré, il a dit à Patricia qu'ils allaient avoir une conversation à la maison et que ce ne serait pas facultatif. Maëva est partie sans dire au revoir à personne. Elle s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte et a regardé mamie Renée pendant une seconde, et je pouvais dire qu'elle voulait dire quelque chose, mais rien n'est sorti. Elle a juste secoué la tête et est allée à sa voiture. Patricia a tenté une dernière manœuvre avant que nous partions. Elle a acculé ma mère dans la cuisine et a dit, « Daniel, tu ne peux pas les laisser faire ça. » Maman est confuse. Julien la manipule. Tu me connais. Tu sais que je ne ferai jamais. Ma mère l'a coupé. Patricia, j'ai passé toute ma vie à ne pas faire de vagues avec toi. Je t'ai laissé me parler, me rabaisser et parler de mon fils comme s'il était moins que ta fille, mais tu as volé notre mère. Et je ne vais pas rester là à prétendre que c'est bien juste parce que tu es plus bruyante que moi. Patricia n'a rien dit après ça. Elle est juste restée dans sa cuisine, dans sa belle maison, entourée de ces belles choses, dont certaines avaient été achetées avec l'argent de mamie Renée. Et pour la première fois de ma vie, elle n'avait absolument rien à dire. J'ai ramené mamie Renée chez elle. Elle est restée silencieuse pendant la majeure partie du trajet. Quand je me suis garé dans son allée, elle a posé sa main sur mon bras et a dit, « Merci, Julien. Je n'aurais pas pu faire ça seule. » Tu n'aurais pas dû, mamie. Elle a souri. C'était un petit sourire fatigué, mais réel. Non, mais je suis content que ce soit toi. Voici ce qui s'est passé dans les mois qui ont suivi, Denis a demandé une séparation légale de Patricia en juin. D'après ce que j'ai entendu par ma mère, il avait commencé à examiner leurs propres finances après ce dîner et avait trouvé d'autres irrégularités. De l'argent que Patricia avait déplacé sans lui dire. Des cartes de crédit dont il ignorait l'existence. Ce n'était jamais un mauvais gars. Il ne savait tout simplement pas à quel point la situation était grave avant que quelqu'un ne lève le couvercle.
Maeva n'a pas parlé à Patricia pendant près de 2 mois. Quand elle l'a finalement fait, c'était pour dire à sa mère qu'elle mettait en place un plan de paiement pour rembourser Mamie Renée pour la compte du condo et les cours de licence. Elle a appelé directement Mamie Renée pour le lui dire, et Renée a dit, « Cela signifie plus pour moi que l'argent, ma chérie. » Je ne sais pas si Maeva et Renée seront un jour aussi proches que nous, mais le fait que Maeva ait choisi la responsabilité plutôt que le déni en dit long. Elle n'est pas Patricia. Elle a juste été façonnée par elle. Patricia ne s'est pas excusée. Ni auprès de Mamie Renée. Ni auprès de Denis, ni auprès de personne. Elle a maintenu qu'elle gérait les dépenses et que la famille avait réagi de manière excessive. Elle n'est plus invitée au dîner du dimanche non plus, que Mamie Renée organise désormais chez elle avec ma mère, Denis et moi. Elle prépare un pot-au-feu, et nous nous disputons à propos des mots croisés. C'est la version la plus paisible de ma famille que j'ai jamais connue. Ma mère et moi sommes dans une meilleure situation que jamais. La nuit après le dîner, elle m'a appelé et a pleuré pendant environ 15 minutes. Pas à cause de ce qui est arrivé à Mamie Renée, même si cela en faisait partie. Elle a pleuré parce qu'elle avait passé 30 ans à se taire alors qu'elle aurait dû parler, et elle ne pouvait pas récupérer ce temps. Je lui ai dit ce que je crois, c'est que parler une fois au moment qui comptait valait plus qu'elle ne le pensait. Quant à moi, je suis maintenant l'exécuteur testamentaire de Mamie Renée. Je la conduis à l'église le dimanche. Je continue de nettoyer ses gouttières. Et sur le comptoir de sa cuisine, à côté de sa radio et de sa pile de livres de mots croisés, il y a un porte-documents en cuir avec des initiales dorées que personne ne reprendra jamais. Maître Fournier nous a récemment dit que si Patricia essayait de contester le testament ou de contester les nouveaux arrangements financiers, la documentation que nous avons rassemblée rendrait son dossier extrêmement désagréable à plaider. Ce sont ses mots exacts. Mamie Renée en a ri, ce qui est la première fois que je l'entends rire de tout ça. Je n'arrête pas de penser à ce que Théo m'a dit au début, que ma grand-mère était faite différemment. Il a raison. Elle l'est. Mais je pense que ce qu'elle est vraiment, c'est patiente. Elle a attendu d'avoir la bonne personne à qui faire confiance. Elle a attendu que les preuves soient claires. Elle a attendu le moment où la vérité atterrirait comme il le fallait, et puis elle n'a pas bronché. J'ai appris quelque chose d'elle à travers tout cela. Non seulement sur la façon de gérer une crise familiale, mais sur ce que signifie réellement protéger quelqu'un. Ce n'est pas dramatique. Ce n'est pas bruyant. C'est arrivé avec une clé et une pile de relevés bancaires et une volonté de s'asseoir dans une pièce très calme pendant que les gens qui vous ont fait du tort n'ont plus d'excuses. Certaines personnes pensent que le contraire d'être exploité, c'est se venger. Ce n'est pas le cas. C'est juste refuser de se taire davantage. Et si Maeva tend un jour la main pour prendre quelque chose qui ne lui appartient pas, elle trouvera une famille très différente de l'autre côté.